Assalamu alaikum, chers étudiants. Nous espérons que vous allez bien, vous et vos familles. Donc, comme vous le savez déjà, l'équipe pédagogique du module G a mis à votre disposition la série TD numéro 3, ainsi que son corrigé-type sur la plateforme e-learning. Maintenant, par la présente vidéo, nous allons vous expliquer le corrigé afin de mieux comprendre la solution. Donc, au niveau du premier exercice, on vous demande d'identifier et représenter dans UML les classes et les types de relations qui peuvent être des généralisations, des spécialisations, des associations, des agrégations, des compositions ou des classes-associations dans les assertions suivantes. Donc, vous voyez, là, on vous a donné uniquement des phrases et pas tout un texte. Au niveau du premier exercice, on veut vous apprendre à construire un petit diagramme de classe à partir d'une phrase. Et avec les exercices suivants, on va progresser et construire un DCL à partir d'un texte complet. Donc, la démarche à suivre avant d'attaquer les différentes assertions. La démarche à suivre pour construire un DCL, première étape, c'est de recenser les différentes classes au niveau de votre énoncé, là, les différentes phrases. Deuxièmement, identifier les relations existantes entre ces classes-là, Et finalement, poser les cardinalités, yani le nombre d'objets participant au niveau de la relation. Prenons la première proposition, vous dit une librairie contient des fournitures scolaires, des livres et des journaux. Si on veut voir et recenser les classes, on trouvera certainement la classe librairie, la classe fourniture scolaire, la classe livre et la classe journal. Donc, il y a 4 classes au niveau de cette première proposition. Les autres, ce n'est rien que des verbes, des déterminants. Allons voir maintenant le corrigé du premier exercice. Donc, pour la première proposition, il y a les 4 classes, la classe librairie, fourniture scolaire, livre et journal. Là, pour fourniture scolaire, c'est un oubli. On a copié le texte, on a oublié d'enlever le S pour fourniture et pour scolaire. Parce que la classe elle-même, c'est quoi? C'est un moule, c'est un représentant de tous les objets qui appartiennent à cette classe-là. Ça a été fait au niveau de livre et de journal. Donc, au niveau de cette proposition, on a 4 classes. Passons maintenant à la deuxième étape, qui est celle de la détermination des relations entre classes. Les relations se basent sur la sémantique du texte, des propositions là. On vous dit une librairie contient des fournitures scolaires, des livres et des journaux. Donc, c'est une relation de contenance. Les 3 classes qui sont là, fourniture scolaire, livre et journal, appartiennent à la classe librairie. Et par conséquent, c'est une relation soit de composition, soit d'agrégation. Pour décider du type, est-ce que c'est une composition ou là c'est une agrégation, il faut voir la durée de vie des composants. Les composants, les fourniture scolaire, livre, journal, par rapport à la classe composant qui est librairie. Là, il est clair que les fournitures scolaires, les livres et les journaux, leur durée de vie, ne dépend pas de la durée de vie de la classe librairie et par conséquent, la relation est une relation d'agrégation. L'agrégation au niveau du ML est représentée par un losange vide, selon le losange que vous voyez devant vous. Donc, c'est une relation d'agrégation. Maintenant, pour les cardinalités, du côté librairie C1, c'est une librairie. Et des fois, si vous ne trouvez rien du tout, par défaut c'est 1, même si vous ne mettez pas le 1. D'accord? Et du côté composant, d'après toujours la sémantique de l'énoncé, yani le sens qui est donné au niveau de la phrase, c'est étoile. Yani il y a plusieurs fournitures scolaires, plusieurs livres et plusieurs journaux.
Et ainsi, nous avons établi un petit DCL correspondant à la première assertion en passant par les trois étapes, yani détermination des classes, détermination des relations et détermination des cardinalités pour les différents liens au niveau des différentes relations. Passons maintenant à la deuxième agrégation. Pardon, je m'excuse. Passons maintenant à la deuxième proposition. On vous dit, au niveau de la proposition, vous avez la série TD pour ne pas trop monter et descendre dans le texte. Je lis directement la deuxième proposition. Vous dit les employés d'une entreprise sont répartis sur ces différents services. Donc les classes, là, à ce niveau, vous avez la classe employé, la classe service, la classe entreprise. 3 classes. Très bien. Les relations entre ces différentes classes, une entreprise étant constituée par des services. C'est une relation de composition. Pourquoi pas une agrégation? Parce que la durée de vie de la classe service dépend de la durée de vie de la classe entreprise. C'est une relation forte. La composition est représentée par un losange plein au niveau de la représentation UML. De ce côté-là, entre service et employé, c'est une relation d'agrégation parce que la durée de vie de la classe employée ne dépend pas de la durée de vie de la classe service. C'est une relation donc d'agrégation représentée par le losange vide. Pour les cardinalités, là, pour la première relation composition, on nous dit les employés d'une entreprise sont répartis sur ces différents services. En principe, c'est soit de 1 jusqu'à étoile ou là, N services. On a oublié de mettre la cardinalité. Donc, vous mettez de 1 jusqu'à étoile service. Du côté entreprise, par défaut, c'est 1. Donc, on n'a pas mis le 1. Pour la deuxième relation, l'agrégation, c'est 1. Et il y a de 1 jusqu'à étoile employé. Les cardinalités, عندنا un comme objet de 1 à plusieurs employés, ok, qui peuvent appartenir à un service donné. On vient de terminer le petit DCL correspondant à la deuxième proposition. Allons maintenant vers la troisième proposition. On vous dit un compte BNA et un compte CPA sont des comptes bancaires. Donc, d'après la proposition, on a 3 classes. La classe compte BNA, compte CPA et compte bancaire. Très bien. Deuxième étape, les relations entre les classes. Là, d'après la sémantique, on est en train de monter. On nous dit un compte BNA et un compte CPA sont des comptes bancaires. Donc, c'est une relation de généralisation. La généralisation, elle est représentée par le petit triangle vide. La spécialisation aussi, elle est représentée par un triangle vide. Et si on prend un DCL, c'est la même représentation pour la généralisation ou la spécialisation. Là, c'est uniquement pour comprendre s'il s'agit d'une généralisation ou d'une spécialisation qu'on a demandé le type de la relation. Donc, il s'agit bien d'une généralisation et il n'y a pas ici c'est-à-dire c'est partout 1, donc on n'a rien mis pour les cardinalités, donc c'est 1. Maintenant, l'assertion D. On vous dit un bâtiment est constitué d'un certain nombre N d'étages et chaque étage contient 2 à 4 appartements. Commençons par la détermination des classes. Nous avons la classe au niveau de l'énoncé de l'assertion elle-même. Nous avons la classe bâtiment, la classe étage, la classe appartement. Les autres, comme vous voyez, c'est des verbes, des déterminants au niveau de l'assertion. Allons voir la solution. Donc, vous voyez, nous avons 3 classes. La classe bâtiment,
la classe étage et la classe appartement. Un bâtiment étant constitué d'un certain nombre d'étages. Un bâtiment est constitué d'un certain nombre d'étages. La durée de vie de l'étage est fortement liée à la durée de vie du bâtiment. Donc, c'est une relation de composition. L'étage aussi, si on parle de classes composées et de classes composants, il y a une forte relation entre ces deux classes, c'est-à-dire entre la classe appartement qui est le composant et la classe étage qui est le composé. Par conséquent, c'est une relation de composition. Donc, pour l'assertion D, c'est une relation de composition entre les trois classes 2A2. Pour les cardinalités maintenant, du côté étage, on a oublié de mettre la cardinalité. C'est un bâtiment généralement constitué de N étages. Donc, à ce niveau-là, c'est N. Et pour appartement, c'est de 2 jusqu'à 4 puisque c'est spécifié dans l'assertion. Dans l'assertion elle-même, on vous dit contient 2 à 4 appartements. C'est-à-dire, si on vous donne un nombre, il faut le respecter. Un intervalle, il faut le respecter. Très bien. Là, خلصنا مع l'assertion D. Allons voir l'assertion E. On vous dit, un client achète des articles en différentes quantités. Donc, les classes apparentes au niveau de l'assertion E, c'est la classe client et la classe article. La classe client et article. Et la relation entre ces deux classes-là, c'est la relation acheter, c'est l'association acheter. C'est cette association. Donc, on a représenté les deux classes, la classe client, la classe article et l'association acheter entre les deux. Donc, pour l'association E, après avoir déterminé les classes client, article, et l'association entre les deux classes qui est l'association acheter, on passe aux cardinalités. Nous avons un client, il peut acheter plusieurs articles, donc c'est étoile de ce côté, et un article peut être acheté par plusieurs objets clients, donc c'est aussi étoile de ce côté-là. Maintenant, au niveau de l'assertion E, nous avons l'attribut quantité qui apparaît. On nous dit un client achète des articles en différentes quantités. La quantité ici, c'est un attribut pour les articles, mais qui est lié à l'association acheter. Pour chaque achat, le client achète des articles avec un certain nombre, avec une certaine quantité. Ainsi, l'attribut quantité est lié à l'association elle-même acheter, d'où la naissance d'une nouvelle classe, dite classe association, qui est représentée par des pointillés, comme vous voyez sur la solution. Donc là, la relation la nouvelle relation que nous avons ici, c'est la relation classe-association. Pour ces pointillés-là et pour cette classe que nous avons appelée achat, du fait qu'elle est liée à l'association acheter, et on peut ne pas donner de nom pour une classe association, c'est-à-dire tout à fait au début au niveau de la conception, mais bien sûr plus tard on attribue un nom. Et l'attribut quantité lui-même de type entier avec une visibilité plus, c'est un attribut public, pardon. Donc, là, la nouvelle relation, c'est la relation de classe-association. Passons maintenant à la proposition F. On vous dit au niveau de l'énoncé, de l'exercice, on vous dit une classe est identifiée par un nom et peut avoir des attributs et des méthodes. Maintenant, on va modéliser les concepts du YAML. Le concept de classe, d'attributs, de méthode. Une classe est identifiée par un nom
et peut avoir des attributs et des méthodes. C'est vrai, c'est ce que vous avez vu au niveau du cours. Maintenant, on commence toujours par déterminer les classes. Au niveau de l'assertion F, on a la classe elle-même, la classe attribut et la classe méthode. Donc voilà, au niveau de la représentation graphique, la classe attribut, la classe méthode. Les deux classes attributs et méthode étant représentées par un seul compartiment qui contient le nom de la classe. Pour la classe on a représenté trois compartiments. Un pour le nom de la classe, ici c'est classe. Le deuxième, c'est pour les attributs, puisque nous avons au niveau de l'assertion l'information qu'une classe est identifiée par un nom. Donc, le nom de la classe, c'est un attribut pour la classe. Donc, le nom de type string, et c'est un attribut public. Les informations à donner sur les attributs, au minimum, vous avez la visibilité qui peut être un plus pour public, moins pour privé et dièse pour protéger. Le nom de l'attribut, deux points, le type de l'attribut et éventuellement d'autres informations dont vous trouvez le détail au niveau du cours lui-même. Maintenant, la relation elle-même entre les trois classes, c'est quoi? Une classe elle-même, elle est constituée par des attributs et des méthodes. Donc, les classes attributs et méthodes font partie intégrante de cette classe-là. Et par conséquent, c'est une relation de composition. La relation entre les trois classes est une relation forte. Et pour les cardinalités, C1, puisqu'une classe est constituée d'attributs et de méthodes. On peut avoir au niveau, pardon, je m'excuse, c'est pas partout un, c'est un au niveau de classe, mais pour attribut c'est étoile et pour méthode aussi c'est étoile, je m'excuse. On peut avoir plusieurs attributs et on peut avoir plusieurs méthodes aussi. Donc vous ajoutez là à ce niveau étoile et ici aussi vous ajoutez étoile pour les cardinalités. Encore une fois, je m'excuse. Passons maintenant à la dernière assertion de l'exercice 1. On vous dit au niveau de cette assertion-là, je suis en train de lire l'énoncé de l'exercice 1. On vous dit une association est une relation qui peut être une agrégation ou une composition ou encore une classe association. Donc toujours, c'est les notions du ML qu'on va modéliser. Recensons les classes. Nous avons au niveau de l'assertion la classe association, la classe relation, la classe agrégation, la classe composition et la classe association. C'est dans l'ordre de lecture que je suis en train d'énumérer les différentes classes. Maintenant, passons aux relations entre ces classes-là. Une association est une relation. Donc, on est en train de monter, on est en train de généraliser, d'où la relation de généralisation représentée par le triangle vide. Après, la suite de la phrase, on vous dit qui peut être là, c'est pour association, qui peut être une agrégation, une composition ou encore une classe association. Et là, donc, ce sont des sous-classes de la superclasse association. Donc là, on est en train de descendre, on est en train de spécialiser. D'accord? Donc de ce côté-là, c'est une généralisation et de ce côté-là, c'est une spécialisation. Mais la représentation graphique est la même. Donc ainsi, on aura terminé avec le premier exercice. Avec le premier exercice, vous avez appris à identifier les classes, les relations entre les classes, à poser les cardinalités en se basant sur le texte et sa sémantique. On va après poursuivre avec le deuxième exercice. Donc, pour le deuxième exercice, on vous dit un rectangle est défini par deux valeurs, longueur et largeur. Donnez une définition dans UML de la classe rectangle
en considérant deux opérations qui peuvent être effectuées sur une telle figure, le calcul de son périmètre et le calcul de sa surface. Donc là, la question est claire, on nous demande de donner une définition de la classe rectangle. Cette classe-là, elle a deux valeurs qui permettent de la définir, la longueur et la largeur. Donc il s'agit ici de longueur et largeur, c'est les attributs de la classe rectangle. Très bien. Le calcul du périmètre et le calcul de la surface, ce sont deux méthodes qui peuvent être effectuées sur un rectangle. Ainsi, à ce niveau, on veut apprendre à définir pour une classe ses attributs et ses méthodes. Allons voir donc la solution. Pour la première question. Donc, comme vous voyez, une classe est définie par trois compartiments. Un compartiment pour le nom de la classe, là c'est rectangle. Un compartiment pour les attributs et un compartiment pour les méthodes. Au niveau des attributs, nous avons deux attributs qui sont longueur et largeur. Pour chacun, on a défini la visibilité, la portée de l'attribut. C'est des attributs publics avec le symbole plus. Et le type de ces attributs-là, c'est des réels. Maintenant, au niveau des méthodes, on a défini la méthode périmètre. Donc, on a donné à une méthode qui permet de calculer le périmètre pour un rectangle. سميناها périmètre. Visibilité, toujours, c'est public. Les parenthèses, c'est pour les paramètres. S'il n'y a pas de paramètres, donc on aura les parenthèses vides et le type du résultat qui sera retourné par cette méthode. Ici, c'est réel. Même chose pour le calcul de la surface. Donc, la méthode qui permet de faire ce travail-là, c'est la méthode surface, sans paramètres et qui retourne un résultat réel. Donc, avec cette représentation graphique, vous avez la représentation de la classe rectangle. Très bien. Maintenant, revenons à l'exercice pour voir la deuxième question. On vous dit proposer une définition de la classe figure géométrique qui comporte donc des carrés, rectangles. La figure géométrique peut être un carré, un triangle, pardon, un rectangle ou un cercle. Très bien. Donc, pour toutes ces figures-là, si vous prenez un carré, un triangle, un rectangle et un cercle, on peut toujours définir le périmètre et la surface. Et on aura pour chacune de ces figures-là des attributs spécifiques. Donc, pour toutes les figures géométriques, on peut calculer le périmètre et la surface. L'objectif ici, c'est de mettre en facteur les choses communes, les mettre dans une superclasse, qui est figure géométrique, et les choses spécifiques, les mettre au niveau des classes correspondantes. Allons voir donc la solution. Voilà, donc regardez, vous avez donc figure géométrique, c'est toujours une classe avec trois compartiments. Le nom de la classe, c'est figure géométrique. Elle n'a pas d'attribut, parce qu'on va voir que en réalité, c'est une classe abstraite. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle comporte au moins une méthode abstraite. Et cette définition, vous allez la trouver au niveau du chapitre DCL que vous avez vu avec Monsieur Ben Merzoug. Donc, vous avez les deux méthodes périmètre et surface, des méthodes abstraites. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne peut pas spécifier, définir l'implémentation des méthodes périmètre et surface pour n'importe quelle figure géométrique. C'est juste l'interface des méthodes. D'accord? C'est juste les en-têtes. Sinon, c'est beaucoup plus la notion, la spécification de la méthode, mais l'implémentation, c'est plus tard quand on aura à définir une figure géométrique bien spécifique. Donc, on a ajouté la note
le chapitre 1, pour ajouter une note, c'est une représentation comme c'est une feuille pliée, comme vous voyez. Au lieu de la méthode, on a le commentaire qu'on veut. Le commentaire, c'est classe abstraite. Et les pointillés vers la classe, vers la classe figure géométrique. Maintenant, cette classe abstraite peut être spécialisée, le symbole de spécialisation, l'exo 1, elle peut être spécialisée par 4 sous-classes. La classe carré, la classe triangle, la classe rectangle et la classe cercle. Pour chacune de ces 4 classes, nous avons défini un certain nombre d'attributs, bien sûr spécifiques à la classe elle-même. Un carré étant défini par son côté de type réel. Un triangle, généralement, il est défini par ses 3 côtés. Les 3 côtés, côté 1, 2, 3, des réels. Et pourquoi on a ajouté la base et la hauteur? Parce que pour un triangle, pour calculer sa surface, vous avez besoin de la base et de la hauteur. Donc c'est pour cette raison que nous avons ajouté ces 2 attributs. Donc les attributs, des fois, ils sont, c'est-à-dire vous les trouvez au niveau du texte, d'autres, vous allez les déduire à partir de la sémantique de votre énoncé. Pour un rectangle, il est défini. La classe, elle a été déjà définie auparavant, donc elle reste toujours la même. Et la classe cercle, un cercle étant défini par son centre et son rayon. Donc là, c'est les coordonnées x centre et y centre, c'est les coordonnées du point centre du cercle. Le rayon, un réel qui définit la deuxième propriété d'un cercle. Pour les 4 sous-classes, vous avez les 2 méthodes périmètre et surface. Périmètre et surface. Mais à ce niveau, au niveau des sous-classes, les méthodes seront des méthodes, elles seront complètes, elles ne seront pas abstraites. On aura la partie en tête de la méthode et implémentation quand on passe à la phase raffinement du DCL. D'accord? Donc, au niveau de cette question-là, on a appris à mettre des choses en facteurs. La classe abstraite et les méthodes abstraites. Et dorénavant, à chaque fois qu'on trouve des attributs ou des méthodes en commun entre plusieurs classes, il faut songer ou la penser à la mise en facteur, à la définition d'une super classe. Ainsi, on a terminé avec le 2e exercice. Passons maintenant vers le 3e exercice. On vous dit des équipes sportives sont caractérisées chacune par un numéro, un libellé. Une équipe est composée d'un certain nombre N de joueurs. Un joueur est caractérisé par son numéro, son nom, son prénom, l'âge, l'adresse et son rôle dans l'équipe. Toute équipe est entraînée par un entraîneur caractérisé par son numéro, son nom, son prénom, son adresse, la date de son arrivée dans l'équipe et un mot de passe. Pour faire un entraînement à une date donnée, une réservation d'un terrain par l'entraîneur est nécessaire. La réservation se fait pour une journée. Un terrain est identifié par son nom et sa localisation. On vous demande de modéliser ce système par un diagramme de classe. Très bien. Donc la démarche est toujours la même. Il faut commencer par recenser les classes, voir les relations entre ces classes-là, chaque classe, voir ses attributs et ses méthodes éventuellement, définir les cardinalités pour construire le diagramme de classe. Donc on commence du début, on vous dit des équipes sportives sont caractérisées chacune par un numéro et un libellé. Donc il y a la notion d'équipe. Un numéro et libellé, ça sera certainement des attributs de cette classe-là. Après, on nous dit une équipe est composée d'un certain nombre de joueurs. Donc, joueur aussi, ça sera aussi une classe. Un joueur est caractérisé par tous ces attributs-là. Et après, toute équipe est entraînée par un entraîneur caractérisé lui aussi
par un numéro, un nom, un prénom, une adresse. Vous voyez là que ces attributs se répètent. C'est les mêmes. Numéro, nom, prénom, adresse. Donc, c'est des attributs qu'on peut mettre en facteur pour les deux classes, joueurs et entraîneurs. Joueurs et entraîneurs, c'est des êtres humains, c'est des personnes. Donc, on peut former une super classe qu'on va appeler personne, dans laquelle on va mettre tous les attributs en commun. Et on progresse dans la modélisation. Donc, on va voir le corriger. Voilà, regardez. Vous avez la classe personne qui n'existe pas au niveau du texte, mais elle a été donc représentée. Pourquoi? Pour factoriser, pour utiliser la notion d'héritage et mettre en facteur tout ce qui est commun, que ce soit en termes d'attributs ou en termes de méthode. Donc la classe personne avec les attributs en commun nom, numéro, prénom et adresse. Et elle est spécialisée, cette classe-là, par la classe entraîneur à laquelle on a ajouté la date d'arrivée de l'entraîneur et le mot de passe. Donc cette sous-classe qui est entraîneur, elle va hériter tous les attributs de la superclasse personne. Bien sûr, et elle aura ses attributs spécifiques à elle. Même chose, on descend un peu, pour la classe joueur. Joueur donc, c'est une sous-classe de la classe personne. Là, vous pouvez mettre le triangle, un seul triangle ou faire deux ramifications ou là les faire séparer comme c'est illustré sur la solution. Donc la sous-classe joueur, elle héritera les attributs de la classe personne et elle aura ses attributs spécifiques à elle. Là, c'est une petite aussi erreur. Donc on a copié toujours H et rôle de la classe équipe. En principe, pour joueur, pour le joueur, c'est le numéro du joueur, d'accord, et le numéro du joueur et l'âge, d'accord, c'est pas le rôle, le numéro du joueur, et ça peut, c'est-à-dire le numéro du joueur, pardon, c'est pour équipe, là pour joueur, c'est correct, c'est âge et rôle, d'accord, le rôle du joueur, c'est le rôle du joueur, je m'excuse. Après, au niveau du texte, شفنا من قبل باللي équipe, elle est identifiée par un numéro et un labelé. L'erreur est là, c'est-à-dire c'est là où on a copié les mêmes attributs. Là, en principe, c'est les attributs numéro et labelé. Numéro et labelé au niveau de la classe équipe. Très bien. D'après le texte, une équipe est composée d'un certain nombre de joueurs. Une équipe est composée d'un certain nombre de joueurs. Une équipe est composée d'un certain nombre N de joueurs. Attention, le verbe composer n'implique pas nécessairement une relation de composition. D'accord? Donc, est composé d'un certain nombre de joueurs. C'est une relation d'agrégation. Et ça, c'est une contenance. Les joueurs appartiennent à l'équipe, mais c'est une agrégation. Pourquoi? Parce que la durée de vie des joueurs ne dépend pas de la durée de vie de l'équipe. Yani, une équipe peut être dissoute, mais les joueurs resteront toujours. D'accord? Les pointillés, c'est en principe c'est un trait continu. C'est un trait continu pour l'agrégation. Pour la cardinalité, donc c'est pour la cardinalité, c'est une équipe est composée d'un certain nombre N de joueurs et c'est une agrégation. D'accord? C'est une personne, ça peut être un joueur ou là un entraîneur. Maintenant, pour la relation entre équipe et entraîneur, toute équipe est entraînée par un entraîneur, un seul entraîneur. Et un entraîneur lui-même, il peut entraîner plusieurs équipes, d'où l'étoile du côté équipe. Et l'association Mabinatsum, c'est entraîner. D'accord?
Très bien. Après, dans le texte, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la suite du texte. On nous dit pour faire un entraînement à une date donnée, une réservation d'un terrain par l'entraîneur est nécessaire. La réservation se fait pour une journée et il y aura une localisation du terrain où il faut faire l'entraînement. Donc, l'entraîneur, lui, il entraîne l'équipe et il fera l'entraînement sur un terrain donné. D'accord? Sur un terrain donné. Et il y a, c'est-à-dire il y a un attribut qui est la date de la réservation. D'accord? C'est-à-dire l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? L'association qui est là, c'est réserver en principe. Réserver un terrain. L'entraîneur, il réserve, l'association qui est là est nommée réserver un terrain. D'accord? Et puisque cette association-là est porteuse d'attribut qui est l'attribut date, par conséquent, on a la naissance de cette nouvelle classe qui est dite classe association et elle s'appelle ici réservation. C'était le cas de clients qui achètent des articles avec différentes quantités au niveau de l'exercice 1. Donc, je répète, à ce niveau, l'entraîneur, il entraîne l'équipe, il réserve un terrain, de l'association qui est là, que vous voyez, c'est réservé, c'est réserver un terrain, d'accord? La réservation doit se faire pour une date donnée, donc il y a un attribut lié à cette association-là, d'où la naissance d'une classe association dite réservation. Maintenant, un entraîneur, il peut réserver de 1 à plusieurs terrains et un terrain peut être réservé par 1 à plusieurs entraîneurs. D'accord, on vérifie est-ce que on a tout modélisé. En principe, c'est ça. Donc, on vient de terminer avec le 3e exercice. Ce qu'on a appris ici surtout, c'est la mise en facteur. Donc, vous voyez, la classe personne n'existait pas au niveau de l'énoncé, mais elle a été créée pour mettre en facteur tous les attributs en commun. Très bien. Passons maintenant au 4e exercice. On vous dit, au niveau de cet exercice-là, proposer un DCL modélisant la structure interne d'un système de réservation dans une agence de voyage en tenant compte des règles suivantes. Donc, c'est un système de réservation dans une agence de voyage. Donc, il va s'agir de vols, de passagers, de compagnies aériennes, etc. Prenez le temps quand vous lisez l'énoncé pour s'imprégner du texte et commencer à comprendre. La première règle, là, vous voyez, on a fractionné le texte pour simplifier le travail aux étudiants. On vous dit tout passager a le droit de réserver dans différents vols. Là, c'est à peu près comme le premier exercice. Donc, c'est des petites phrases et on avance tout doucement. Là, on voit bien la classe passager, la classe vol. Donc, on vous dit une réservation exige pour une prise en charge spécifique du passager le choix d'une classe caractérisée par un code et un prix. Donc, ça, c'est la classe qui est caractérisée par un code et un prix. Donc, ça, c'est une classe aussi. On a 2 attributs, code et prix. Je suis en train de lire directement et d'essayer de recenser les classes, les attributs, peut-être les relations au fur et à mesure, puisque c'est un travail qui se fait de façon incrémentale. C'est-à-dire, si vous voulez définir un DCL, vous n'allez pas le définir du premier coup. Vous faites ce travail-là de façon incrémentale. Vous définissez, vous ajoutez, vous raffinez jusqu'à la finalisation de votre travail. Très bien. Donc, le choix donc d'une classe parmi 3 catégories, premium, affaires et économique. Donc, on a 3 types de classes, premium, affaires et économique. Que la classe elle-même, il existe des classes quand on fait de la réservation d'avion.
elle va être spécifiée, des classes, elle va être spécialisée, pardon, par des sous-classes, les premium, affaires et économique. Chaque catégorie a ses propres caractéristiques. Donc, cette phrase-là qui est à ce niveau, elle va vous permettre de comprendre que les trois catégories ce n'est pas des attributs, c'est des classes à part entière, puisqu'elles ont leurs propres caractéristiques. Après toute réservation dans un vol donné par un passager donné est identifié par un numéro num-R. Donc on revient là que l'association réservée entre passager et vol est porteuse d'attributs numéro num-R. Donc il y aura une classe association réservation. Après tout vol, je vais descendre d'abord maintenant pour voir le corrigé type de la première partie. Regardez, vous avez la classe passager, la classe vol, d'accord? Ignorez maintenant la classe compagnie aérienne. Donc, je faut surtout la classe passager, la classe vol, l'association réservée entre ces deux classes-là. Les cardinalités vont venir après dans le texte. Voilà la classe association réservation qui est née de l'association réservée et du fait qu'il y a un numéro de réservation, il y a un attribut qui est lié à cette association-là, d'où la naissance de cette classe association dite réservation. Après, dans le texte, tout à l'heure, Karina, le passager, il doit choisir une classe. Donc, lorsqu'il fait la réservation, il doit choisir une classe. Voilà l'association choisir une classe. La classe elle-même étant caractérisée par le code et le prix de la classe, c'est différent. Et c'est pas le même prix pour toutes les classes et c'est pas le même code. Cette classe-là est spécialisée, vous voyez le symbole de spécialisation, est spécialisée par trois sous-classes qui sont premium, affaires et économique. Vous voyez, il y a le compartiment pour les attributs vides. Il y aura certainement des attributs. Chaque sous-classe a ses propres caractéristiques. Revenons vers le texte. On nous dit tout vol est proposé par au moins une compagnie aérienne. La classe compagnie aérienne, l'ishmaha tout à l'heure au niveau de la solution. Donc, par une compagnie aérienne pour le transport d'un nombre compris entre deux valeurs M et N. C'est la cardinalité du côté passager, M et N, deux passagers. Ayant effectué des réservations, bien sûr. Il est défini par un numéro, num-V, ça c'est les attributs de la classe vol. Numéro de vol, un jour JD et une heure HD. C'est le jour de départ et l'heure de départ, voilà. Ainsi qu'un jour d'arrivée et une heure d'arrivée. Donc, à ce niveau-là, c'est les attributs de la classe vol, la classe compagnie aérienne, la cardinalité pour du côté passager. Toute compagnie a la possibilité de proposer plusieurs vols. Donc, voilà la classe compagnie aérienne, qui peut proposer plusieurs vols, la cardinalité, et un vol qui peut être proposé par plusieurs compagnies. D'accord? C'est les attributs, le texte, numéro du vol, jour de départ, jour d'arrivée, heure d'arrivée. Puisque les types, etc. ne sont pas spécifiés, on a donné uniquement les noms des attributs. D'accord? Ok. Donc, ainsi, on aura terminé la première partie de l'exercice. Allons voir la deuxième question. On nous dit, est-il possible de proposer une autre variante équivalente au DCL proposé? Si oui, justifiez votre réponse en ne considérant que là où les parties du DCL à modifier. Très bien, donc, il y a deux choses. D'abord, est-il possible de proposer une autre variante équivalente au DCL proposé? Là, une possibilité parce que on a une classe association au niveau de notre DCL. La deuxième variante, c'est
la transformation de cette classe-là en une classe à part entière? Donc la réponse est oui. Et maintenant on nous dit justifiez votre réponse en ne considérant que là où les parties du DCL à modifier, yani on ne refait pas le DCL complètement. Donc regardez, là, la classe association réservation qui est là, d'accord? Vous avez vu au niveau du cours, vous la revenez vers votre cours pour voir que vous pouvez transformer une classe association en une classe à part entière en croisant les cardinalités. Yani, les cardinalités MN vont venir de ce côté-là et l'étoile va venir de ce côté-là et la classe réservation va glisser pour se mettre entre les deux classes passager et vol. Voilà. Et voici le schéma. Donc, on vous dit oui, on peut proposer une autre variante équivalente au DCL proposé par une transformation de la classe association, réservation, si vous voulez, si on veut compléter encore plus, par une classe à part entière. On ne l'a pas dit parce que c'est clair au niveau du schéma. Regardez, la classe association qu'on avait dans le premier DCL, maintenant, c'est une classe à part entière. Il y a réservation. Et les cardinalités ont changé. Les كانوا MN, on les a croisés. جبنا MN de ce côté-là. Et l'étoile qui était de ce côté-là, elle est là. Et là, on aura un 1 de chaque côté. C'est des règles de transformation que vous avez au niveau de votre cours. Donc, vous appliquez les règles directement. Ainsi, on aura terminé avec votre série 3 de TD, où vous avez appris à modéliser donc des phrases, des textes pour construire des diagrammes de classe. Maintenant, on espère que cette vidéo, elle va vous aider à mieux comprendre les concepts et les techniques du ML pour construire et établir des diagrammes de classe. Je vous rappelle qu'il faut toujours commencer par identifier les classes, lire et relire votre texte pour identifier les classes, identifier ensuite les relations en se basant sur la sémantique elle-même, d'accord? Et après, poser les cardinalités, toujours en se basant sur la sémantique. Donc, on vous souhaite bon courage et bonne continuation.